La parole à son Excellence Nicolas Steele, ministre des Affaires étrangères et du Commerce international de la Grenade. Fellow leaders, Mesdames et Messieurs les dirigeants, Excellences, chers collègues, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, j'aimerais tout d'abord rendre hommage au président sortant, John Ash, pour ses efforts inlassables à la tête de la 68e session de l'Assemblée générale. Une année qui était consacrée aux États insulaires du monde entier, une année particulière pour nous. J'aimerais également vous féliciter pour votre élection à la tête de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. N'ayez aucun doute quant à l'entière coopération de ma délégation à vos délibérations de manière constructive. À l'heure où nous nous réunissons ici à New York, dans cette salle rénovée, j'aimerais saluer les contributions des bailleurs de fonds et le rôle joué par le secrétaire général à ce projet. Le bâtiment tel qu'il a été rénové avec ses grands espaces et sa façade en verre incarne nos idéaux de transparence, d'ouverture et de dialogue et nous renvoie à l'esprit d'un monde où l'espace était la nouvelle frontière. L'espace d'aujourd'hui est un espace qui est marqué par l'ère de l'information. Une jeune fille équipée d'un smartphone dans le Gujarat, en Inde, peut aujourd'hui recevoir les mêmes images satellitaires qu'un enfant en Grande-Bretagne. Exposés aux bonnes idées sur Internet, les enfants de Greenboro des États-Unis, de Grenoble en France ou de Grenade dans les Caraïbes peuvent avoir accès aux mêmes espoirs. Ils peuvent avoir les mêmes aspirations de bonheur et d'épanouissement personnel et le même sens du devoir envers la planète et envers leurs prochains. Pour des jeunes gens ambitieux du monde entier, l'ère de l'information est symbolisée par les téléphones mobiles ou les tablettes et non plus par des voitures. Ce sont aujourd'hui les véhicules qui circulent sur l'autoroute de l'information et qui permettent aux jeunes d'échanger leurs idées, de revendiquer leur identité et d'être connectés les uns aux autres. Monsieur le Président, nous nous réunissons aujourd'hui pour renouveler notre engagement en faveur de la paix et de la sécurité, pour redynamiser notre mission. Une mission qui vise à garantir une planète plus sûre et une prospérité commune pour tous, alors même que le monde est confronté à de nombreux défis. Aujourd'hui, dans cette magnifique salle, il est trop tôt de dire mission accomplie, mais notre mission originelle, celle qui visait à établir le dialogue et l'état de droit entre des nations respectueuses de l'ordre international, cette mission-là a été accomplie. Ici, nous sommes en train de discuter, et c'est exactement l'objectif qui était le nôtre. Le conflit de longue date entre Israël et la Palestine a aujourd'hui donné lieu à une perspective de solution viable, celle des deux États. De plus, Monsieur le Président, des ennemis jurés ici, dans cette salle, peuvent parler ensemble pour espérer parvenir à la paix. Mais nous avons de nouveaux ennemis, des ennemis qui ne sont pas ici avec nous, des ennemis qui ne peuvent pas avoir de pancarte pour pouvoir s'exprimer. Ils sont dans l'espace cybernétique où la violence et la haine peuvent s'épanouir et peuvent se propager de manière effrénée. Les décapitations auxquelles nous assistons dans les médias
sont le symptôme d'un cancer qui ravage notre monde aujourd'hui. Ce sont les symptômes d'un mal insidieux, un mal qui est en train de ronger les fondements même de notre grande institution. Et avec chaque escalade de violence, nous regardons avec horreur ces actes ignobles qui sont aggravés davantage par notre incapacité d'agir. La guerre et l'insécurité en cette ère de l'information ont tellement évolué qu'aucune résolution, aucune institution, aucune armée ne peuvent aujourd'hui enrayer la fièvre de cette menace virale emmenée par des acteurs transnationaux. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui réimaginer de nouveau un nouveau siècle avec de nouvelles stratégies, des stratégies du XXIe siècle qui tiennent compte des possibilités de cette ère de l'information. Monsieur le Président, cette ère de l'information est une nouvelle saison dans l'histoire de notre institution, une nouvelle saison qui permet à chacun de faire entendre sa voix, qu'il s'agisse des jeunes du printemps arabe ou des occupants de Wall Street et de son hiver du mécontentement. À l'ère de l'information, nous savons quelle différence se creuse entre les 1% et les 99%. L'inégalité est la maladie de notre époque, qu'elle soit fondée sur la classe, la race, la religion ou l'appartenance politique. Nous avons aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, des preuves factuelles sur les causes profondes des inégalités qui ne cessent de se creuser dans nos sociétés. Un nouvel essai économique intitulé « Le capital au XXIe siècle » par Thomas Piketty analyse des données économiques de plus d'un siècle. Et selon ces données, nous savons aujourd'hui que les riches deviennent plus riches plus vite que jamais. Mais il y a aussi deux choses qui peuvent réduire les inégalités de revenus. La répartition du savoir qui favorise la croissance et la guerre qui détruit le capital. La première possibilité est une vague d'espoir, alors que la deuxième est une pierre qui noie tous les espoirs, l'antithèse des valeurs qui sont les nôtres ici aux Nations Unies. Nous devons donc aujourd'hui mettre l'accent sur des interventions proactives qui favorisent une croissance durable. Et nous devons encourager la croissance économique en répartissant le savoir par le biais de l'éducation, de l'information, par les technologies de la communication et de l'information et par le transfert de compétences et des technologies. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui mettre en place une stratégie pour l'information si nous voulons confronter les menaces du XXIe siècle. Monsieur le Président, le rapport 2011 sur le développement dans le monde, sur la gestion des conflits, publié par la Banque mondiale, reconnaît que les agences de développement n'ont pas pu s'adapter pleinement aux besoins du XXIe siècle et que par conséquent, elles ne sont pas en mesure d'aider comme il se doit les pays fragiles. Cette étude suggère que le chômage fait partie des raisons principales qui incitent les jeunes à rejoindre les groupes criminels et les armées parallèles. Et cela nous rappelle qu'investir dans la sécurité des citoyens, la justice et l'emploi est essentiel pour réduire la violence. Car nous savons que lorsque la violence prend racine dans une société, parfois il faut une génération ou plus pour l'effacer. Et alors que nous regardons le monde et la violence qui sévit aujourd'hui, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que nos institutions du XXIe siècle peuvent être adaptées au choc du XXIe siècle? Avons-nous le courage d'agir de façon plus audacieuse pour favoriser l'emploi et la croissance? Ou attendrons-nous que la violence se déclare? Le rapport 2014 sur le développement mondial concerne la gestion des risques et des possibilités au niveau des foyers et au niveau de la communauté internationale. L'essence même de ce rapport est qu'il faut se préparer de manière dynamique pour éviter le coût insupportable que peuvent entraîner des réponses tardive. Monsieur le Président, les risques des chocs climatiques sont aujourd'hui terrifiants. Et la Grenade salue aujourd'hui le rôle moteur joué par le secrétaire général qui a convoqué un sommet climatique. Au cours des 4 dernières années,
des inondations ont ravagé le monde. Nous avons enregistré les températures les plus élevées ces dernières années dans l'histoire. Les feux de forêt ont également détruit des millions d'acres de terre sur tous les continents, avec des dégâts à hauteur de milliards de dollars. Nous voyons également des ouragans et des cyclones se déclarer partout dans le monde. Il y a 2 ans, ici à New York, Sandy avait frappé et paralysé le moteur économique des États-Unis. 68 milliards de dollars de dégâts ont été enregistrés, mais cela représente moins de 1% du PIB des États-Unis. Contrairement aux États insulaires où les dégâts peuvent se situer entre 10 et 50% du PIB, cela est monnaie courante. Et dans le cas de mon pays, les dégâts peuvent parfois s'élever à 200% du PIB. Et c'était le cas pour l'ouragan Ivan. Aujourd'hui, nous avons des précipitations extrêmement élevées qui causent de nombreux glissements de terrain. Les dégâts n'ont pas encore été déterminés. À l'instar de nos voisins Sainte-Lucie et Saint-Vincent, en 2013, nous avons dû consacrer d'importantes ressources financières déjà limitées pour réparer et atténuer ces dégâts. Monsieur le Président, il y a un lien évident entre ces événements et le fort endettement des États caribéens. Pour reprendre la formule utilisée par la stratégie d'assistance aux pays de la Banque mondiale pour l'Est des Caraïbes, les années où le ratio de l'endettement rapporté au PIB n'était pas imputable à une politique budgétaire correspondaient aux années où il y a eu des catastrophes naturelles dans ces pays. Compte tenu de ces risques, les États insulaires ont besoin aujourd'hui d'un financement à des conditions préférentielles. Ceci est crucial pour garantir la croissance, l'emploi et le développement économique. Pour les PUD, une économie robuste conjuguée à des politiques de gestion des risques est la meilleure façon d'assurer la résilience. Aujourd'hui, notre nouvelle administration a été élue il y a 16 mois de cela, mais le taux d'endettement de notre pays était insupportable au moment de ces élections. Nous avons néanmoins réussi à nous mobiliser grâce aux efforts du Premier ministre Mitchell. Les églises, les syndicats, les ONG, les partis politiques, les entreprises, tous se sont mobilisés pour former un pacte social afin de remettre sur pied notre pays. Nous nous sommes serrés la ceinture et nous avons demandé au peuple de contribuer davantage alors même que nous engagions des réformes budgétaires nationales d'envergure. L'endettement des PUD, Monsieur le Président, doit être considéré comme un défi important de notre époque. L'appel de détresse des petits États insulaires doit être entendu. Ils doivent pouvoir bénéficier de financements à des taux préférentiels. Et la question du reclassement des PMA en faveur des PUD doit être aujourd'hui considérée comme une question importante aussi, et non pas utilisée comme un outil de négociation dans les délibérations sur le climat contre les PUD. Monsieur le Président, il y a un pays qui est connu pour sa gestion exemplaire des catastrophes. Ce pays est Cuba. Nous avons beaucoup à apprendre de Cuba dans des domaines tels que la gestion des risques liés aux catastrophes ou la gestion de la santé publique. Cuba dépêche des ingénieurs, des enseignants et des médecins dans le monde pour améliorer les conditions de vie des autres. N'est-il pas temps aujourd'hui de reconnaître pleinement la contribution de Cuba à la communauté internationale? Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, quand le ferons-nous? N'est-il pas temps de mettre fin à cette logique de guerre froide qui vise Cuba? Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, quand le ferons-nous? N'est-il pas temps, Monsieur le Président, de mettre fin à l'embargo qui vise Cuba? Si nous ne le faisons pas maintenant, quand le ferons-nous? Monsieur le Président, l'explosion de violence que nous voyons aujourd'hui dans plusieurs régions du monde montre que certains n'ont aucun respect pour le droit international et l'intégrité territoriale de certains États. Il faut aujourd'hui lutter contre cela pour rétablir la dignité et l'espoir. Monsieur le Président, comme le changement climatique est aujourd'hui le principal défi de notre époque, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une possibilité de création de richesse et de prospérité partagée, la plus grande possibilité que notre génération ait connue. Aujourd'hui, le marché des énergies renouvelables est estimé à 16 000 milliards de dollars, 12 milliards de dollars dans les Caraïbes seulement. En 2012, il y a eu 6 millions d'emplois créés dans le domaine des énergies renouvelables. Et dans le cadre d'IRENA, 17 millions devraient être créés d'ici à 2030. Aujourd'hui, les fonds de pension, avec des actifs collectifs dépassant 12 milliards de dollars,
se concentre sur le risque climatique, l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Les États insulaires tels que le mien sont aujourd'hui confrontés au changement climatique, mais aussi à des solutions climatiques. Pour nous, la forme la plus durable d'adaptation au changement climatique est de parvenir à une économie solide, avec des politiques et des instruments de gestion de risques qui soient adaptés. Mais dans mon pays, nous ne pouvons pas sensibiliser notre population à cela si nous n'avons pas accès à l'électricité. Grâce à des coûts en raison de coûts d'importation élevés des hydrocarbures, l'électricité dans mon pays coûte 4 à 5 fois plus cher que dans les pays développés. Mais les pays avec des prix faibles d'électricité doivent subventionner les renouvelables, ce qui n'est pas le cas dans les États insulaires. Les îles telles que la Grenade, aujourd'hui, s'assoient à la table des négociations avec une offre pour la communauté internationale, 100% d'énergie renouvelable, avec 0 subvention. Monsieur le Président, si nous voulons limiter les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère à 450 particules par million, eh bien, d'après le rapport d'évaluation du GIEC, une transformation véritable est nécessaire dans le secteur électrique. Les États insulaires sont ceux qui émettent le moins, mais ils sont ceux qui peuvent aussi mettre en place davantage d'énergie renouvelable. Nous saluons d'ailleurs les initiatives SEEDSDOC, IRENA et Énergie durable pour tous qui œuvrent pour cela. La Grenade est en train de travailler à transformer son secteur électrique, résoudre le problème de l'énergie pour des îles comme la Grenade permettra d'alléger le poids qui pèse sur nos économies et de mieux nous placer face aux chocs environnementaux. Ce sont des mesures d'adaptation avec des perspectives d'emploi, de croissance et de prospérité commune pour tous. Et je suis ravie d'annoncer que nous travaillons avec l'Allemagne, la Banque mondiale, dans le cadre de l'initiative SEEDSDOC et IRENA. Nous avons signé un mémorandum d'accord avec les États-Unis pour qu'ils puissent nous aider à transformer notre bouquet énergétique, comme nous l'avons annoncé à Samoa. Nous en avons signé un autre avec la Nouvelle-Zélande afin que nous puissions mieux comprendre notre potentiel géothermique. La Grenade sera un pays pilote pour l'initiative régionale énergétique des États-Unis et nous travaillons avec la Nouvelle-Zélande sur l'énergie géothermique, comme je l'ai dit. Monsieur le Président, comme nous l'avons déjà dit, nous souhaiterions recommander les mesures suivantes. Premièrement, rendre opérationnel le fonds vert pour le climat avec une fenêtre pour les îles. Deuxièmement, mettre en œuvre des politiques d'énergie renouvelable à 100% dans les États insulaires. Troisièmement, mettre un prix sur le carbone et cesser de subventionner les hydrocarbures. Quatrièmement, décarboniser la sécurité alimentaire. L'agriculture, la sylviculture et l'utilisation de la terre de façon générale contribuent à 25% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut aujourd'hui appuyer l'agriculture intelligente, celle qui est respectueuse de l'environnement, pour accroître à la fois la productivité et les revenus. Deuxièmement, accroître la résilience face au changement climatique. Et troisièmement, réduire ou même éliminer les émissions de carbone. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec le gouvernement des Pays-Bas sur une initiative dans ce domaine, dans le cadre notamment de l'initiative Global Blue Growth et de l'initiative pour la sécurité alimentaire. Blue Growth, la croissance bleue, est vitale pour les économies des États insulaires dans le monde et notre État, qui est constitué de 3 îles, qui est un État océan en quelque sorte, compte tenu du fait que notre zone économique exclusive est en mer et elle est 70 fois supérieure en superficie à notre masse terrestre. Nous allons accueillir le secrétariat de l'initiative Caribbean Challenge qui est appuyée par l'Allemagne et d'autres partenaires. Cette initiative permettra de mettre en place des mesures de protection de l'environnement marin. Nous souhaitons conserver 20% de notre environnement marin côtier. La Banque mondiale et la FAO ont montré en effet que les efforts de conservation sont cruciaux pour veiller à ce que la pêche rapporte suffisamment de ressources
à des pays comme le mien. Nous avons perdu 30% de nos coraux et de nos mangroves au cours des 30 dernières années. Voilà pourquoi nous nous félicitons des efforts déployés aujourd'hui dans le cadre d'initiatives telles que l'initiative Global Blue Growth ou le partenariat mondial pour les océans ou les efforts déployés aussi par l'économiste et secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, qui souhaite appeler l'attention sur cette question. Nous espérons que d'autres partenaires se joindront à nous en janvier 2015 pour le lancement de l'initiative Global Blue Growth et l'initiative Sécurité alimentaire. Pour conclure, la Grenade se félicite des réussites accomplies à Samoa, ce qui a permis aujourd'hui de lancer, ou plutôt de donner une nouvelle impulsion aux efforts qui visent à parvenir à nos objectifs en matière de développement durable d'ici à la COP21 à Paris l'an prochain. Nous devons aujourd'hui garder à l'esprit que les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas encore été réalisés. Nous avons un devoir, celui de réexaminer notre approche en matière de paix, de sécurité et de prospérité. Nous devons agir ensemble pour un consensus mondial. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons renoncer aux anciennes pratiques et adopter des approches du XXIe siècle pour que la génération de ce millénaire puisse garantir un avenir meilleur aux générations futures. Je vous remercie. Ministre des Affaires étrangères et du Commerce international de la Grenade.